Le monstre contre un monde façonné par des super-espèces comme on n'en a jamais vu. De l'humble Leafwing dérivant à travers les hautes canopées jusqu'aux titans imposants capables de remodeler des écosystèmes entiers. Ces créatures coexistent avec l'humanité dans un ordre naturel en perpétuel changement, anciennes, nécessaires et profondément interconnectées. Elles existent pour maintenir l'équilibre dans un monde qui devient de plus en plus instable à chaque époque qui passe. À mesure que cet univers s'est étendu, nous avons été entraînés toujours plus profondément dans des régions inexplorées, des écosystèmes oubliés et les vastes profondeurs désorientantes de la Terre creuse elle-même. À chaque nouvelle découverte apparaissent des créatures qui défient la compréhension humaine de la nature, de la domination et de la survie. Et maintenant, avec l'arrivée de Monarch, l'héritage des monstres, saison 2, le monde est sur le point de devenir encore plus vaste et bien plus dangereux. Quel titan familier pourrait revenir sur le devant de la scène? Quelle nouvelle forme de vie se cache sous la surface, attendant d'être découverte? Aujourd'hui, nous continuons à répondre à ces questions en examinant de manière approfondie chaque monstre apparaissant dans l'épisode 7 de la saison 2. Nous explorerons leur biologie, leur régime alimentaire, leur comportement et les rôles qu'ils jouent au sein de ce fragile écosystème de monstres. Aujourd'hui, nous mettons en avant l'Axis Mundi en découvrant le monde entre les mondes. Il y a beaucoup à aborder, alors allons-y. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de tous les nouveaux monstres révélés chaque semaine, ici même à Dungeonville. Alors que nous plongeons dans le monde des monstres, il est bon de se rappeler que ce n'est pas une promenade de santé. Des dangers se cachent à chaque coin et peuvent facilement passer inaperçus. Les voyageurs inexpérimentés devront faire attention à ces anomalies spécifiques. Après tout, c'est un royaume conçu pour les monstres. Parce qu'Axis Mundi n'est pas simplement un autre écosystème. C'est un espace instable et transitoire où les règles normales de la réalité commencent à se désintégrer. Pour tout ce qui n'y est pas adapté, la survie ici est peu probable. Lors de l'expédition de Li Shao dans ce royaume, il a rencontré une anomalie que l'on ne trouve que dans les profondeurs de l'espace. La distorsion gravitationnelle des portails Hollow-Earth ne modifie pas seulement le temps relatif passé dans la région, mais permet aussi quelque chose de bien plus troublant. Une interaction à travers le temps. Ce phénomène ressemble à ce que nous comprenons comme l'intrication quantique. Des signaux, des images, voire des voix peuvent être transmis à travers les décennies, portés par des perturbations gravitationnelles intégrées dans l'environnement lui-même. C'est similaire, en principe, à la façon dont la lumière lointaine nous permet d'observer le passé. Mais ici, ce processus est accéléré, déformé et localisé. Les événements à l'intérieur d'Axis Mundi ne restent pas toujours dans leur propre époque. Les événements ici sont transmis à travers les ondes gravitationnelles et sont diffusés près de 60 ans plus tard. Cela pourrait expliquer comment les titans parcourent d'immenses distances à travers la planète dans des délais apparemment impossibles. Des mouvements qui semblent instantanés à la surface peuvent en réalité être acheminés à travers ces corridors déformés, ce qui pourrait même expliquer pourquoi Godzilla a voyagé de Gibraltar à l'Égypte presque instantanément. Ce qui rend cette région bien plus intéressante qu'on ne le pensait auparavant. Si vous pouvez interagir avec vos anciens vous-même, que pourriez-vous faire d'autre? Les gens ou les armes peuvent-ils être transportés et utilisés pour la guerre, gagnant ainsi un avantage quasi divin grâce au temps sur vos ennemis? Seul le temps nous le dira. Ce n'est pas la seule anomalie environnementale de l'épisode, car nous assistons aussi à quelque chose pouvant anéantir tout voyageur pris au dépourvu. En raison de la nature imprévisible de cet environnement, de l'électricité statique peut jaillir du sol. Cela se manifeste par des éclairs électriques qui ne proviennent pas du ciel, mais bien de la Terre elle-même. Ce qui, si l'on est pris pour cible, anéantirait tous ceux avec quoi cela entre en contact. Ce n'est même pas totalement irréaliste, puisque des phénomènes similaires se produisent naturellement. Les frappes de l'Axis Mundi sont probablement causées par des failles instables, générant d'énormes déséquilibres électriques sous la surface. Mais bien que cela soit dangereux pour les visiteurs humains, c'est le foyer d'une multitude de créatures qui survivent dans ce monde extraterrestre. Et dans l'Axis Mundi, quelque chose observe toujours, dont l'une traque Li Shao, un mouton ressemblant à un insecte que l'on peut voir se faufiler à travers la végétation dense. Mais de quel organisme s'agit-il? Eh bien, ce n'est autre que le terrifiant Endoswarm. Un adulte, rien de moins, identifiable par sa taille et son armure développée.
Une créature de type insectoïde, dotée d'une bouche en forme de forêt, d'un exosquelette renforcé, de cornes acérées semblables à celles d'un scarabée et de multiples pinces tranchantes comme des rasoirs, lui permettant de saisir et de déchirer avec précision. Cette espèce a été documentée à plusieurs reprises par Monarch, et cette rencontre est personnelle. Lee a une vendetta personnelle contre cette espèce précise pour lui avoir enlevé Keiko. Possiblement une femelle, en raison de sa taille énorme. Il est également possible qu'il s'agisse du même individu aperçu en train de remonter à la surface lors de rencontres précédentes. Au sein d'Axis Mundi, où le temps et l'espace sont instables, des rencontres répétées à travers différentes lignes temporelles ne sont pas à exclure. À l'odeur et à la façon de bouger, il piste peut-être quelque chose de familier, et une fois qu'il a trouvé sa cible, il attaque. Il se jette en avant et commence à accélérer rapidement, poursuivant Lee avec une voracité effrayante. La gueule grande ouverte, prête à dévorer son prochain repas. Il plonge, donne des coups et mord, tout cela dans le but de capturer sa proie, prouvant que, même si ces super-espèces se nourrissent effectivement de radiation, utilisant cette énergie pour leur subsistance, leur croissance et leur reproduction, elles continuent à chasser instinctivement. Que ce soit pour protéger un nid ou peut-être même simplement parce qu'elle aime le goût de la viande. Mais avant qu'elle ne puisse porter un coup fatal, elle est stoppée net par quelque chose de massif. Sans avertissement, l'endoswarm est immobilisé. Une substance visqueuse tombe dessus. Quelque chose de familier que Lee, Keiko et Bill ont déjà vu auparavant. Au-dessus, tourne en cercle un prédateur encore plus grand, lion dragon. La créature, ressemblant à un ptérosaure, avec des ailes renforcées, plane au-dessus de la région, arborant une allure de poisson-pêcheur, avec des dents acérées comme des aiguilles et des cornes de diable. Des adaptations sensorielles similaires à celles des organismes des grands fonds. Cette sécrétion cireuse, appelée Naka, était auparavant utilisée pour piéger les humains assez malchanceux pour devenir ses proies. Et elle a également été utilisée comme manœuvre défensive lors de son combat contre Godzilla, ce qui signifie qu'elle l'utilise à la fois de manière offensive et défensive. Ce liquide durcit et maintient l'endoswarm en place pour qu'il puisse arriver et l'attraper. C'est une chasse économe en énergie, ce qui est essentiel dans un écosystème où même les prédateurs doivent économiser leurs ressources. Ce démon de l'Axis Mundi ne cherche probablement pas Lee chaud et est plutôt attiré par les cris de l'endoswarm. Le muto a failli rattraper Lee avant que le dragon de fer ne l'arrête net. Ils font ensuite en piqué et le saisit avec une efficacité fulgurante, puis quittent la zone pour se repaître de sa nouvelle proie. Il n'est pas certain qu'il s'agisse du même spécimen documenté lors d'autres rencontres, bien que cela semble plus que probable. Et d'après la chronologie, cela s'est probablement produit peu de temps après qu'il ait détruit l'USS Lawton en 1943, puisque seulement quelques semaines dans l'Axis Mundi équivalent à des décennies à la surface, et qu'il retourne sur son territoire pour festoyer dans son nouveau nid créé aux Philippines. Il s'écoulera un peu moins de 4 semaines en temps Axis Mundi avant qu'il ne trouve la mort aux mains de Godzilla. Lee se retire dans la forêt dense où les grandes super-espèces sont moins susceptibles de le détecter. Ici, la survie dépend du silence et de la discrétion. Mais plus loin dans les terres, quelque chose de bien plus important attend. L'expédition de Lee le conduit jusqu'au mystérieux Titan X, encore non éclos, reposant dans un état dormant à l'intérieur de son cocon. À ce stade, il est inactif, mais pas sans vie. Lee s'approche et commence à tailler l'extérieur semblable à de la roche. Tout cela pour placer le traceur dans l'un de ses tentacules. Jusqu'à présent, Monarch s'était appuyé sur des données compromises provenant d'Apex, qui sabotaient délibérément la mission de Monarch. Cependant, maintenant, avec la véritable technologie de Monarch, ils ont l'opportunité d'obtenir un signal direct pour suivre ses routes migratoires. Lee plante le traceur à l'intérieur de l'une des tentacules exposées et cela semble passer inaperçu auprès de l'énorme titan. Pendant un instant, rien ne se passe. Cependant, il commence à bouger, clairement réveillé par la perturbation soudaine de son hibernation. Il étend ses tentacules et commence à sortir de son nid. Lee parvient à s'échapper de justesse, à quelques centimètres d'être écrasé par l'un de ses tentacules. Il se précipite vers sa capsule, le portail désormais réactivé, le propulsant à la surface. Pour lui, seules quelques semaines s'étaient écoulées. Sur Terre, des décennies.
Il revient en 1982, 20 ans, après avoir commencé son expédition vers l'Axis Mundi. Cela nous amène à aujourd'hui, où le traceur a maintenant été activé et, pour la première fois, Monarch dispose d'un signal clair, leur donnant les informations essentielles pour suivre le Titan dans son voyage. Alors, où se dirige-t-il ? Vers la péninsule du Cap York en Australie, une vaste plage isolée de la civilisation. Mais dans quel but ? Est-ce pour se nourrir, se reproduire, faire un nid ou même se battre ? Mais après la découverte récente de Kate, il se pourrait qu'il ne soit pas du tout perdu. Il se pourrait qu'elle cherche simplement sa maison. D'après son comportement observé, ce titan ne semble pas hostile. Il suit peut-être simplement un cycle naturel, un cycle qui précède totalement la compréhension humaine. Une chose est sûre, un autre titan à la surface ne finira pas bien, car lorsque l'équilibre change à cette échelle, quelque chose s'en aperçoit. Le roi des monstres ressentira ce déséquilibre et se lèvera pour le défier, pour le renvoyer de force, là d'où il vient. Godzilla arrive et le monde n'est pas prêt. Ceci conclut notre enquête sur les créatures rencontrées dans l'épisode 7 de Monarch, l'héritage des monstres. L'Axis Mundi reste l'un des ajouts les plus fascinants à la mythologie du Monsterverse depuis la création de la série en 2014, ajoutant de nouvelles dimensions de science, de manipulation de l'espace et du temps, et encore plus de profondeur, ce qui explique comment les titans se déplacent à travers le globe. Et maintenant, Coca-Cola Velu se dirige vers l'Australie, où un affrontement entre le roi des monstres et Titan X est imminent. On ne sait pas combien de vies seront perdues, puisque l'on peut s'attendre à ce que Monarch et Apex soient sur place. Si Godzilla est un titan honorable, il comprendra que Titan X ne veut aucun mal. Comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, cette créature n'est pas ici pour chasser ou détruire l'humanité, mais elle est plutôt perdue dans un voyage naturel, une migration qu'elle effectue tous les quelques décennies pour une raison qui reste à découvrir. Espérons que, le moment venu, Godzilla laissera ce monstre tranquille et ne lui réservera pas le même sort qu'à tant d'autres qui ont osé le défier. Pour l'instant, il ne nous reste qu'à nous préparer. À l'approche de la finale de la saison 2 de Monarch, l'héritage des monstres, qu'y a-t-il d'autre là-dehors ? De nouveaux portails, écosystèmes et encore plus de monstres apparaissent au fil de la saison 2 et nous analyserons chacun d'entre eux, épisode par épisode. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes les mises à jour de Monarch. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire quel est votre monstre préféré. Je suis Alistair et on se retrouve, chers résidents, dans la prochaine vidéo.